donc bonjour à toutes et à tous. Merci Alain, merci WHS pour organiser cet événement. Effectivement, je vais vous parler en fait de mon univers, puisque c'est un peu le thème de ces journées, de cette journée, hein, des approches. Alors mon approche, elle est essentiellement basée sur un autre monde hein, que le scalping, qui est quand même un monde qui est du trading actif, mais sur des temps relativement plus tranquilles effectivement que Vim. Moi j'interviens essentiellement en swing trading et de temps en temps en day trading évidemment quand l'opportunité le permet ou que j'ai une plage de temps qui me le permet. Donc, mon approche, elle est essentiellement basée sur ce que j'appelle le QALS, une approche QALS, une approche qualitative. On va regarder ça et puis je vais vous détailler un petit peu voilà, ma philosophie et mon approche. Juste avant de commencer, je me présente, donc Benoît Fernandez-Rioux, consultant spécialiste du marché des devises, c'est mon marché de prédilection et j'interviens essentiellement donc sur le marché du Forex, sur lequel j'ai publié un ouvrage que certains connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est vous voyez, c'est l'ouvrage que vous avez en vert, là, le Forex, Introduction au marché des devises, et qui permet de mieux comprendre l'histoire, le fonctionnement et les petits détails qui font que ce marché est particulier. C'est un marché parmi d'autres, mais pas comme les autres tout de même. Et un autre livre, Le Trader Privé, que j'ai rédigé ensuite, justement, qui permet de présenter ma philosophie, mon approche. Donc, c'est totalement dans le thème eh bien, de ce webinaire. Donc, on va se réserver quelques questions à la fin, mais ce que vous verrez, c'est essentiellement quand même tiré de ce second ouvrage, Le Trader Privé. Et on va plutôt parler de la méthode, puisqu'il y a trois piliers sur lesquels je m'appuie essentiellement, qui sont le comportemental, le money management, et puis évidemment la méthode. Et là, ça sera plutôt axé méthode, évidemment, puisque c'est véritablement le thème. Voilà, quelle est l'approche pour réussir en trading, en tout cas, quelle est celle que j'emploie. Je vais couper la webcam, ça prendra moins de ressources, et on va tout de suite passer au vif du sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde du trading avec l'évolution technologique, l'évolution aussi des connaissances? Eh bien, il se passe que des tas de gens, des tas de professionnels, des tas d'institutions recherchent, évidemment, j'ai envie de dire entre guillemets, le Graal dans une formule mathématique, ou en tout cas dans une approche mathématique. La plupart des institutions travaillent avec des quantes qui quantifient effectivement, qui valorisent le marché au mieux, et notamment qui travaillent sur sur la volatilité, qui est l'élément principal sur lequel ils appliquent leur modélisation mathématique pour intervenir. Et donc, on a, là c'est la caricature, effectivement, une craie blanche sur un tableau, et puis on positionne des formules, on quantifie le marché, on le met voilà, en équation, et à la fin, eh bien, c'est une course finalement mathématique, c'est une course technologique, c'est une course qui nous emmène eh bien, à ça, c'est-à-dire à la fin, on a des acteurs qui ont une puissance de feu au niveau des calculs, au niveau de la rapidité, au niveau de la modélisation, au niveau du traitement des données, qui n'a rien à voir en fait avec ce que nous pouvons faire avec nos modestes moyens. Donc, pour évidemment gagner, Wim parlait précédemment de taux de réussite qu'il faut quand même avoir à plus de 50%. On ne pourra pas atteindre les 100%, mais au moins plus de 50%, c'est ce que l'on doit avoir à minima. Et effectivement, pour avoir ça, eh bien, comme on n'a pas cette puissance informatique, comme on n'a pas cette puissance de calcul et qu'on n'a pas tous ces moyens à notre disposition, on a quand même de très beaux outils certes, mais on n'a pas derrière ces moyens colossaux. Et donc, faire une course dans la quantification du marché me paraît depuis toujours, hein, personnellement, en tout cas, une voie sans issue quand on est un trader comme ça, isolé, particulier, et qu'on intervient avec nos propres moyens. Donc,
On doit forcément se baser sur une approche que j'appelle moi qualitative. Donc on n'est pas des quants, on est plutôt des quals, et on doit qualifier la situation, on doit qualifier le marché pour intervenir au mieux avec les moyens qui nous sont à disposition, c'est-à-dire en quelque part des moyens évidemment informatiques, dans le sens où on a des PC, des écrans, on a la NanoTrader, on a accès au marché dans les meilleures conditions. Donc ça, pour l'infrastructure, on a le minimum que l'on a besoin pour être quals. Et ensuite, le reste, eh bien, c'est notre philosophie, c'est notre approche, c'est notre méthodologie, et puis évidemment notre cerveau pour pouvoir traiter toutes ces informations. Alors, on peut s'aider d'outils aussi comme Excel, on peut s'aider de choses pour qualifier la situation, on peut s'aider de routines, on peut s'aider de routines dans le sens où on va avoir une checklist, on va avoir comme ça, alors on peut s'aider de Word pour produire ces checklists, mais derrière finalement, on utilise des moyens qui restent raisonnables et qui sont à notre portée pour qualifier la situation plutôt que la quantifier. Donc la quantité, il faut bien comprendre que dans mon approche, la quantité, je ne suis pas le seul, hein, en fait, la plupart des traders j'ai envie de dire individuels, ou en tout cas les investisseurs actifs qui traitent pour leur propre compte, sont dans cet état d'esprit, j'ai envie de dire presque sans le savoir, parce que on ne peut pas rivaliser. Et donc, la quantité doit être délaissée au profit de la qualité. C'est surtout ça qu'il faut retenir à ce stade. La quantité doit être délaissée de la qualité. Il faut savoir que la quantité n'est pas toujours source, évidemment, de réussite. Je vais vous faire une sorte de métaphore assez d'actualité. On est typiquement, par exemple, dans le pays de l'OCDE qui, donc, en gros, pays comparable, hein, qui avons le niveau d'imposition le plus élevé, donc la quantité d'impôts et de prélèvements obligatoires la plus élevée. On est champion du monde en fait d'impôts à travers évidemment des pays comparables de l'Occident. Et pourtant, on voit bien que le stress test un petit peu de cette pandémie depuis un an fait que on n'est pas les derniers de la classe en termes évidemment d'infrastructures hospitalières, mais entre nous, par rapport à la quantité de ce que l'on paye, on aurait pu s'attendre à avoir en tout cas une bonne qualité derrière de services rendus et être au top au niveau de cette pandémie. Ce qui est loin d'être le cas, on est plutôt dans la moyenne, j'ai presque envie de dire dans la moyenne basse si on est honnête. Donc la quantité n'est pas synonyme de qualité et en trading c'est pareil. Alors, il faut bien comprendre que on intervient en trading effectivement, mais avant tout, et on analyse la situation. Et l'analyse, c'est une méthode qui s'oppose à la synthèse. Elle vise donc à comprendre un objet, c'est-à-dire en gros la situation, en le décomposant par ses constituants. Donc on est en train finalement de découper un petit peu en morceaux les éléments qui sont à notre disposition et on doit avoir des critères pour identifier ces constituants. Donc ça, c'est l'analyse, c'est une première étape, c'est une première phase qui nous permet ensuite d'intervenir. Et le trading, c'est l'action donc d'acheter ou de vendre un produit financier, donc un actif, sur un marché. Le trading, il exige une bonne résistance au stress, de l'audace, une forte capacité d'analyse et d'adaptation. Le trading, c'est l'action. L'analyse, c'est intellectuel en quelque part, c'est la partie d'analyse préliminaire. C'est un travail fait en chambre en quelque part qui doit être fait avant que finalement j'ai envie de dire, le personnage qui a soif d'action qui est en nous, eh bien, ne prenne le relais. Donc il y a deux personnages en nous, il y a un analyste et il y a un trader. Et vous voyez que là, on est en train finalement de faire un découplage entre deux personnages qui fait qu'on va pouvoir intervenir avec une meilleure qualité parce que on n'est pas, de prime abord en tout cas, dans l'envie de passer un ordre. On n'est pas de prime abord quand on ouvre ses écrans le matin, quand on jette un œil sur le marché à toute heure de la journée, eh bien on n'est pas à vouloir passer un trade, j'ai envie de dire, juste pour être dans le train, absolument être dans l'action. Donc on est d'abord analyste, et ensuite, et seulement si il y a
une opportunité, alors on passe le relais au trader et puis on déverrouille ses chaînes pour qu'il se libère et qu'il passe à l'action, qu'il intervienne, qu'il aille boxer un petit peu la courbe. Et pour ça, il faut un cheminement que moi je construis selon ce que j'appelle le découplage de la méthode SCP. Donc SCP, ça signifie situation pour le S, conviction pour le C et position pour le P. Donc l'objectif final de ce cheminement, eh bien, c'est d'atteindre une prise de décision. Ça peut être donc de rentrer sur le marché, mais ça peut aussi être de ne pas rentrer sur le marché. Et ne pas rentrer sur le marché, c'est une décision. Donc on qualifie la situation, ça c'est le S, émerge une conviction, ça c'est le C, et puis éventuellement on peut aller devoir entrer en position. Voilà, donc situation, conviction, position, l'analyse de la situation actuelle, des prévisions pour la semaine, la journée ou l'heure, enfin selon l'horizon de temps que l'on analyse, et puis on a un avis sur le scénario de trading, ce qui nous amène éventuellement à cette position. Donc vous voyez qu'on n'est pas forcément, après, j'ai envie de dire, une période d'analyse, après avoir passé du temps, après avoir passé un certain effort intellectuel sur le marché, on n'est pas forcément récompensé par une position ouverte. On peut très bien avoir passé plusieurs minutes, de longues minutes, à analyser le marché et pourtant ne rien faire. Et puis ensuite, eh bien, c'est du temps perdu évidemment, mais c'est pas forcément une position, c'est pas forcément donc de l'argent perdu. C'est du temps perdu uniquement. Alors je sais que le temps c'est quand même de l'argent, certes, mais au moins on n'aura pas pris une position de mauvaise qualité. On n'aura donc pas mis en risque notre capital pour rien. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le spéculateur idéal, il utilise et il pondère toute l'information existante, actuelle et historique. Ça, c'est le spéculateur idéal, théorique. Il prend des décisions rationnelles en permanence. C'est dans un monde parfait, évidemment. Et il maximise ses opérations pour obtenir une equity curve linéaire. Donc ça, c'est Monsieur Parfait, effectivement. Mais nous ne sommes pas Monsieur Parfait. Et de manière générale, nous sommes plutôt le spéculateur réel. Donc en fait, les phrases en rose là-haut se transforment plutôt en phrases grises parce que la réalité est plutôt terne et effectivement, elle est plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire que le spéculateur réel, il ne possède pas toute l'information et quand bien même il en a beaucoup qu'il reçoit, il fait un tri de celles qu'il possède. Et heureusement, parce que c'est impossible de tout traiter de toute façon. Mais de fait, il se coupe. Alors, de manière, j'ai envie de dire, innée à toutes les informations, et puis même de manière acquise, une fois qu'il a réussi à avoir certaines informations, il va les trier, il va les pondérer, de toute façon, in fine, il ne va pas traiter tout comme il le faudrait idéalement. Le spéculateur réel, ben non, il ne prend pas ses décisions rationnelles en permanence, au contraire, il prend des décisions sous influence de ses émotions et de son humeur. Donc effectivement, en fonction du repas de la veille, de ce qu'il attend dans la journée, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il a des appels, est-ce qu'on est perturbé par son entourage, les enfants, la femme, le voisin, que sais-je. Donc effectivement, on est sous influence du temps que l'on a, des émotions, de notre humeur, et puis évidemment surtout des derniers trades, de la dernière série de trades. Si elles sont gagnantes, eh bien on succombe généralement peu à peu à l'euphorie, sans même le voir. Et puis si c'est une série de trades perdants, eh bien, j'ai envie de dire qu'on a du stress qui monte en nous, de la peur qui peut arriver, et puis effectivement de la colère et une sorte de revanche à prendre sur le marché pour certaines personnes, et puis pour d'autres, ça va être la peur qui va les figer et qui va plutôt leur dire ben, on ne va pas tout de suite reprendre. Donc vous voyez, alors malheureusement, celui qui ne va pas reprendre alors qu'il y avait une opportunité, bon, ben, il va se couper d'un prochain gain. Donc effectivement, il sera de fait biaisé. Et donc le spéculateur réel ne prend pas les opportunités comme il le devrait. Et puis celui qui va prendre une revanche sur le marché, de manière générale, va se couper de l'analyse, ou en tout cas faire un raccourci, des petits shortcuts sur sa checklist, et en quelque part, il va directement aller à l'essentiel pour essayer de prendre, pour se rattraper des précédentes pertes. Donc, de toute façon, là, c'est pareil, c'est un trade qui n'est pas de bonne qualité.
Le spéculateur réel, contrairement à l'idéal qui lui, eh bien, se concentre sur l'equity curve et sur la forme générale de la courbe de progression de capital, le réel, pour lui, il se focalise sur la performance de chaque trade. Chaque trade l'impacte. Il est gagnant, tant mieux, il se sent invincible, il est perdant, bah, il se sent diminué, il se sent, bah, j'ai envie de dire, presque humilié par le marché, et donc il est comme ça touché par effectivement ce qui se passe sur chacun de ces trades, alors qu'il ne faut pas. En fait, il faut accepter un taux de perte et se dire que ce taux de perte, par exemple, s'il est de 30% et qu'on a 70% de taux de réussite, eh bien à ce moment-là, il faut accepter que voilà, un trade sur 3 sera en moyenne plutôt arrangé du côté des perdants. Et la distribution n'est pas forcément parfaite, et donc on peut très bien avoir une suite de 5 trades perdants, normalement. À un moment donné, on devrait peut-être avoir, pas forcément tout de suite après, mais à un moment donné dans la vie de notre, de notre, de notre, de notre equity curve, on devrait pouvoir voir des alignements de 10-15 trades gagnants d'affilée. Et ça compense effectivement les alignements de 4, 5, 6 trades perdants d'affilée. Donc en fait, il faut bien, idéalement, tendre vers le spéculateur idéal. Il faut tout de même essayer d'utiliser, pondérer l'information comme il se doit. Il faut prendre ses décisions de manière rationnelle et pas sous le coup de l'émotion en permanence, en tout cas au maximum. Et puis il faut plutôt se concentrer sur la forme de l'equity curve et sur le fait qu'elle est le moins de drawdown possible, évidemment, qu'elle monte le plus rapidement possible, idéalement. Ça, l'effet de levier peut nous aider une fois qu'on est dans le bon sens. Et puis surtout, il faut qu'elle aille dans le bon sens. Ça, c'est un premier prérequis. Donc en fait, c'est pas un trade, c'est pas 10 trades, c'est même pas 20 trades qui peuvent nous donner une idée, c'est bien des centaines, et puis in fine des milliers de trades quand plusieurs années sont passées pour la vie d'un swing trader. Alors, c'est vrai qu'en swing trading, en day trading, c'est quand même beaucoup plus, on a moins de données quand même qu'un scalper qui lui va être très actif chaque jour. Donc effectivement, là c'est un peu j'ai envie de dire le défaut de notre horizon de temps, c'est de devoir attendre un peu plus longtemps avant d'avoir un vrai recul sur une méthodologie. Parlons de la méthodologie. La méthodologie, eh bien, c'est ce qui nous permet de construire en fait notre intervention. Donc on construit peu à peu, brique par brique finalement, chaque position. On part de l'analyse et on place un scénario sur le marché. Donc on se base sur des règles, on se base sur un plan de trade, c'est-à-dire véritablement, on va voir ça après, une checklist de choses à vérifier, et une méthode SCP avec le S qui sera concrètement un tableau des entrées, un tableau des inputs, et puis le C, c'est la balance, c'est pour équilibrer un petit peu l'état des forces entre les haussiers et les baissiers, entre le fait que la situation est plus ou moins sombre ou plus ou moins claire, et puis derrière, avec cette balance, eh bien, ça nous donne une sorte de conviction qui va éventuellement nous donner un scénario en machine. Alors parlons des règles. Il y a 10 grandes règles à respecter sur les marchés. Alors, d'autres ont plus de règles, certains ont moins de règles, mais généralement, on a tous plus ou moins des règles à respecter que l'on a gravées dans le marbre. Là, c'est ce que je vous propose, mes 10 règles, les tables de la loi en quelque part, et donc on va tout de suite les citer, et ça, c'est très important. Moi, je vous conseille si vous n'en avez pas, en tout cas, de les écrire. Si vous en avez, elles sont peut-être un peu différentes, mais généralement elles peuvent s'inspirer de ce que je vais vous montrer. En tout cas, je vous conseille d'écrire des règles, de les mettre à côté de votre écran dans un premier temps et de jeter un œil, j'ai envie de dire, avant chaque intervention, à un moment donné, avant de cliquer, pour être sûr que vous respectez quand même toutes ces règles. Donc première règle, sur le marché, eh bien la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai que l'idée derrière, c'est de se dire que le marché, bien que le marché soit très mathématique, dans le sens où ce sont des chiffres, ce sont des
des bougies, le terrain de jeu, il est ce qu'il est. Il n'y a pas 36 directions, il n'y a que de la hausse ou de la baisse, mais finalement, c'est un peu comme le jeu de Go vis-à-vis du jeu d'échecs. Les possibilités sont beaucoup plus grandes parce que le terrain est plus grand sur un jeu de Go, et puis on n'a que deux types de pions, les blancs et les noirs, alors que sur le type d'échecs, un jeu d'échecs, on a un terrain de jeu beaucoup plus restreint et puis des règles beaucoup plus figées. Donc derrière, finalement, on se rapproche du jeu de Go avec une différence par rapport au jeu de Go, c'est que notre terrain de jeu est encore plus large, puisque les courbes peuvent monter beaucoup plus haut qu'un simple jeu de Go. Dans l'absolu, il n'y a pas de limite, même si effectivement les valorisations ne vont pas jusqu'au ciel, et même si sous zéro, normalement, il n'y a plus rien, mais on a bien vu typiquement que sur les futurs du pétrole, l'année dernière, il y a eu quand même un petit monde, un certain temps. Et puis sur le Forex, typiquement, qui est un marché d'équilibre, même sur le bas, il n'y a pas de limite. On est comme sur la partie haute, sur normalement du no limit. Donc en fait, il y a comme ça finalement une infinité de possibilités qui sont très difficilement modélisables pour les quants, hein, malheureusement, même si certains y arrivent hein, avec brio. Mais, je vous l'ai dit, c'est au prix d'efforts considérables, d'une intelligence collective considérable, d'une intelligence également en termes d'intelligence artificielle, en termes de capacité informatique, de big data, de rapidité d'exécution, etc. Donc, comme on n'a pas ça, nous, on va faire autrement. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, sur le marché, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et qu'il faut toujours se remettre en question. Dans le sens où, ne croyez jamais que tout est acquis. Et les marchés, de manière générale, évoluent aussi avec le temps et mutent avec le temps. Les marchés d'avant la crise Covid, notamment sur l'euro-dollar, c'est très flagrant. L'euro-dollar n'a rien à voir depuis avril 2020 par rapport à sa situation d'avant avril 2020. Et puis l'euro-dollar, pour ne citer que lui-même encore, n'avait rien à voir entre la situation qu'il y a eu avec la crise des dettes souveraines en Europe et puis ce qu'on avait avant. Et puis, quand on remonte encore, la crise des subprimes a fait deux mondes, deux paradigmes différents entre avant et après 2008 sur l'euro-dollar. Vous verrez, il y a in fine encore deux comportements différents de la courbe. Donc en fait, la courbe n'est jamais figée dans le temps, dans un temps long en tout cas, elle n'est jamais toujours la même. Et c'est pour ça que d'ailleurs les quants ont des difficultés pour aller au-delà de la volatilité, parce qu'en fait, justement, le marché lui-même mute avec le temps. Et donc, sans cesse, il faut réadapter les formules, sans cesse, il faut adapter les modélisations. Je ne dis pas que c'est impossible, au contraire, c'est possible. Par contre, je le répète, c'est une capacité déjà de ressources assez conséquentes. Et derrière, c'est pas le hamac qui vous attend, c'est plutôt du travail. Donc effectivement, malgré le travail de modélisation, après, il y aura toujours de l'adaptation à avoir, et donc il est loin enfin j'ai envie de dire que le rêve d'avoir un robot qui travaille tout seul et d'être assis dans un hamac à siroter des cocktails, en fait, c'est une image d'Épinal qui n'existe pas. Vous allez forcément devoir adapter votre modélisation. Et c'est pour ça que quand on est Quals, on fait ça en permanence, puisqu'en permanence, on requalifie le marché. Donc en permanence, finalement, notre modèle, il est ce qu'il est, certes, mais il n'a pas besoin d'être évolutif, en le sens où déjà, quand on est Quals, on évalue, on, on met en balance, finalement, tous les éléments dont on a besoin. Alors petit 2, deuxième règle, il faut bien réfléchir avant d'ouvrir une position. Ça, c'est un petit peu pour vous dire, ne vous précipitez pas, passez bien par l'étape d'analyse. Et notamment, apprenez la patience. La patience, c'est ce qu'il y a de plus difficile à apprendre, certainement. Pour d'autres, c'est peut-être la cupidité ou la colère, mais en tout cas, la patience, c'est quelque chose de très difficile. Ça participe du market timing, que même les gérants de fonds ont beaucoup de mal à faire. Le market timing, c'est quelque chose où, d'un point de vue académique, j'ai envie de dire qu'on a laissé tomber. À part l'analyse technique, de manière générale, les fondamentaux ne font pas de market timing. Et donc, nous, on fait du market timing, on intervient sur des horizons de temps courts, sur de l'investissement dynamique, de l'investissement actif, sur lequel on a un certain horizon de temps que l'on doit travailler. Et donc, on n'a pas des opportunités à chaque instant. Le marché, il oscille, il bat la mesure, il monte, il descend,
Et donc, il faut apprendre à être patient parce que c'est au moment des retournements qu'il faut prendre les positions. C'est pas une fois que le train est parti. De manière générale, en tout cas, moi, c'est mon approche. Je sais qu'il y en a qui se basent sur sur l'inverse, c'est-à-dire sur prendre le train en marche, mais par contre, il faut être très réactif. Quand on prend le train en marche, il faut le faire dès qu'il commence. Parce qu'une fois qu'il est parti, c'est trop tard. Donc en fait, bien réfléchir avant d'ouvrir une position, apprendre à être patient, le coup facile viendra, mais une fois qu'il arrive, il faut absolument se décider et rentrer dans le train. Moi, je rentre en quelque part juste avant le coup de sifflet, effectivement, tranquillement dans le train, pour s'asseoir dans le wagon. Et ça, c'est en attente d'un retournement. Moi, je suis plutôt contrarien, pour résumer. Donc, j'attends les retournements, j'attends les croisements des stochastiques, j'attends les zones de survente et de surachat, notamment dans le RSI, le MACD, etc. Donc, enfin les excès en tout cas sur le MACD et les retournements de son histogramme notamment. Donc voilà ce que moi je fais. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, une fois que le sifflet du contrôleur sur le quai est parti, que vous ne pouvez pas rentrer dans le train. Il y en a qui le font. Bah, par contre, il faut courir. Puis il faut sauter dans le train. Alors sur le TGV, c'est difficile parce que là, désormais, c'est plus possible. Mais effectivement, sur les trains d'une certaine époque, en tout cas, on pouvait courir sur le quai et sauter en marche. Donc en trading, c'est quand même possible, mais c'est quand même quelque chose à prendre, en tout cas avec discernement, parce que ça nécessite vraiment une réactivité extrême, sinon c'est trop tard. Alors petit 3, toujours suivre un plan de trading. Hein, dit autrement, ne pas intervenir sous un trade d'impulsion. Il faut bien vérifier beaucoup de choses, notamment l'état de la volatilité. Est-ce que le marché est intéressant en ce moment ou pas? Parce que ça ne sert à rien de rentrer pour rentrer, parce qu'on a du temps. Si derrière, il n'y a pas de volatilité, on va rentrer, se mettre en risque, griller de la marge pour cette position et aller nulle part. Donc on va plutôt perdre finalement du temps, on va perdre à minima la commission et on va même peut-être perdre un petit peu d'argent si ça, j'ai envie de dire, si ça bloblote autour de notre point d'entrée. Donc effectivement, la volatilité, les horaires aussi. On peut avoir des horaires spéciaux avec le week-end Pascal, on a eu des horaires spéciaux sur certains actifs. Donc à vérifier pour pas se faire avoir, notamment un jeudi ou comme ça, un moment clé. Regardez également les tendances. Est-ce qu'on est sur des tendances fortes ou est-ce qu'il y a pas de tendance? On est sur un range, sur ce que l'on veut travailler. À ce moment-là, c'est peut-être un autre horizon de temps qu'il va falloir prendre, notamment en période de range. Les annonces, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en risque si on intervient typiquement peu avant 14h30? Souvent, on a des annonces à ce moment-là aux US qui peuvent faire varier les marchés. Et comme aujourd'hui tout est corrélé, même si on intervient sur une action qui n'a rien à voir avec les US, généralement le CAC étant suiveur, ben, on a comme ça un effet qui nous emporte et qui peut être à notre désavantage. Donc vérifier les annonces, vérifier les pièges effectivement où le marché en est, est-ce qu'on est sur des chiffres ronds, est-ce qu'il y a un gap à combler, etc., etc. Donc tout doit être vérifié, donc toujours suivre un plan de trading pour toujours suivre ces éléments. Un stop de protection adapté doit toujours être placé. Donc là, je sais qu'il y a plusieurs écoles, comme sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais moi je suis de l'école où un stop doit être mis en machine, il doit être positionné sur la plateforme et il doit être évidemment respecté. Parce que si vous ne le respectez pas, si vous commencez à le resserrer, alors qu'il n'y a pas lieu, si vous n'avez pas eu de nouveaux éléments pour le resserrer, bon, bah, il va être pris, évidemment, potentiellement, avec une probabilité plus grande, donc c'est stupide. Et puis si vous l'éloignez, ben, c'est aussi stupide parce que finalement, vous êtes en train de prendre un risque supérieur à votre risque initial, juste parce que vous avez peur. Donc un stop de protection adapté doit toujours être placé et le respecter est vital. Donc ça, c'est la 4e règle. Alors j'ai mis des chiffres romains un petit peu effectivement pour lutter contre la décadence ambiante, mais je ne sais pas si tout le monde lit les chiffres romains, il paraît qu'on a du mal. En tout cas, sachez que le V, c'est un 5, et donc la 5e règle, c'est de rester serein. Ne jamais se laisser envahir par l'irrationnel et l'émotionnel, on en a parlé au début.
on est humain. Effectivement, l'avantage des quants, c'est que de manière générale, ils vont faire en sorte qu'ils vont éliminer l'aspect psychologique, l'aspect comportemental de l'être humain qui intervient grâce à leur modélisation, effectivement, et surtout s'il y a un robot qui passe l'ordre. Mais nous, tant qu'on n'a pas de robot qui passe l'ordre, on doit, en tant qu'être humain, ne jamais se laisser envahir par l'irrationnel et l'émotionnel. Donc en cas d'invalidation du scénario, la position doit être coupée. Et en mettant un stop, elle se coupe, évidemment, à minima de manière automatique sur le point d'invalidation du scénario qu'on avait imaginé au départ. Mais si on sent que le scénario est invalidé avant même qu'on aille au stop, ben ça sert à rien de lutter. Coupons, prenons notre petite perte plutôt qu'une perte normale. À minima, on aura perdu un petit peu au lieu de ce qu'on devait perdre initialement, mais au moins, on aura fait les choses en cohérence avec cette invalidation du scénario. C'est quoi une invalidation de scénario qui peut arriver avant de toucher le stop initial? Bah, typiquement, vous rentrez en position, vous avez un stop à, je sais pas, 30 points par exemple, et puis vous voyez que vous entendez qu'il y a une mauvaise nouvelle sur la courbe, sur l'actif en question, et donc ça devrait décaler en votre défaveur. Cette nouvelle mauvaise nouvelle, ce nouvel indice en quelque part qui apparaît et que vous n'aviez pas au moment où vous êtes rentré, eh bien c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, et à ce moment-là, ça sert à rien d'attendre la perte des 30 points. Vous êtes peut-être à moins 10, moins 8, bon, bah, coupez maintenant. Voilà, donc la position doit être coupée si vous sentez que le scénario est invalidé. Dans tous les cas, il vaut mieux une petite perte qu'une grande catastrophe. Donc ça, c'est vraiment le fameux dicton, il vaut mieux se couper un doigt qu'un bras. Donc effectivement, il vaut mieux perdre 8 points que perdre les 30 points. Et dans tous les cas, ne jamais, j'ai envie de dire, faire fi de son stop initial. Donc si c'est 30 points, au pire c'est 30 points. Bon, ça sera la perte prévue, mais surtout ne pas monter à 40, 50 points juste pour se faire plaisir, parce que il faut jamais oublier que les grosses pertes commencent toujours par les petites. Hein, d'accord? Donc toujours prévoir, eh bien, qu'il vaut mieux une petite perte qu'une grande catastrophe. La 7e règle, c'est qu'en cas de gain, il faut laisser les profits se développer. Donc là, c'est le côté patience, mais une fois qu'on est dedans. Donc c'est laisser courir la position quand on est en train d'être en gain. Je sais que c'est très difficile parce que là, la cupidité rentre en jeu et on se dit que il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Donc on se dit, il vaut mieux peut-être les quelques dollars ou quelques euros de gagner plutôt que les quelques centaines qu'on aurait pu avoir plus tard. Mais non, si on a fait une vraie analyse et une analyse sérieuse, qualitative, à ce moment-là, si on doit aller à un TP, un take profit initial qui est raisonnable, eh bien il faut laisser la chance à la position pour aller jusque-là. Évidemment, on peut cadrer la position. Donc un trailing stop peut être utilisé pour cadrer la position et faire en sorte que oui, on suit les cours montés vers le TP, certes, mais on remonte notre stop pour cadrer. On ne le remonte pas trop parce qu'il ne faut pas non plus sortir de manière intempestive. Mais par contre, on le remonte, et à ce moment-là, si ça va au TP, tant mieux, et puis si ça n'y va pas, tant pis, mais au moins on aura pris un petit gain, alors plus faible qu'à l'origine, effectivement, mais au moins on aura pris un petit gain. Donc ne pas céder à la cupidité, règle numéro 8, hein. Mieux vaut un petit gain qu'une perte, c'est ce que je vous ai décrit avec ce fameux trailing stop. Donc on fait le lien, vous voyez, dans toutes ces règles, petit à petit, elles nous emmènent vers un cadrage de position dynamique. Et on évacue, règle numéro 9, le stress et l'euphorie. On prend le temps de décompresser. Une fois qu'on est sorti de position, on ne se remet pas immédiatement en position après un trade. Alors ça, bon, quand on est swing trader, ça se fait naturellement parce qu'on n'enchaîne pas les choses comme ça. On travaille sur une semaine, 2 semaines, donc en tout cas sur plusieurs séances. Donc une fois qu'on est sorti, on ne va pas reprendre dans la foulée forcément. Quand on est en day trading, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, le mieux, c'est d'aller prendre un petit café. Ça nous force à prendre au moins 5 minutes, de faire un reset mental, et puis ensuite, on peut se remettre devant les écrans. Pour le scalping, c'est un peu évidemment différent, mais je n'en parlerai pas, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Alors, quant à la dernière règle, la 10e règle,
C'est pour vous dire qu'il faut un peu profiter de ces gains, parce que sinon, en tout cas psychologiquement, immense est le risque de tout reperdre. Derrière, ce que l'on a gagné, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, mais qui est de l'ordre, j'ai envie de dire, de l'argent facile, qui est que, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut réabandonner assez facilement au marché. Donc, en fait, il est très conseillé, évidemment, il est conseillé de capitaliser ses gains pour produire des performances, j'ai envie de dire, plus dynamiques, mais on ne peut pas les capitaliser déjà mathématiquement, on ne peut pas le faire à l'infini parce que le marché ne pourra pas l'absorber. Mais avant d'en arriver là, il y a un côté psychologique qui fait qu'il faut absolument le sortir. Il vaut mieux en profiter plutôt que continuer dans ce sens. Alors on peut sortir une partie, continuer à capitaliser une autre partie, mais en tout cas, moi je vous conseille de mettre des plus-values, une partie en tout cas de côté, et d'en profiter. Voilà donc les 10 règles à respecter sur les marchés, mes 10 règles que je vous conseille de noter, d'appliquer. Elles se retrouvent dans le livre Le Trader Privé, donc vous pouvez photocopier la page et puis la mettre à côté de votre écran et relisez ça avant toute ouverture de position. Au niveau du plan de trading, c'est différent des règles. Là, on parle de ce qu'il faut véritablement vérifier au moment de l'ouverture. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a ouvert et une fois qu'on est sorti. Donc, première étape, c'est avant d'entrer en position. Ce que l'on vérifie, c'est déjà l'état des positions ouvertes. Bon, éventuellement le niveau de la marge. Dit autrement, si on avait 3-4 positions déjà ouvertes précédemment, qu'on soit en day ou en swing, hein, peu importe, il se peut qu'on n'ait pas une marge suffisante, en tout cas un dépôt suffisant sur le compte. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être prendre un autre compte. C'est pour ça que je vous conseille d'en avoir à minima 2. Et puis je vous conseille aussi de travailler avec un money management à perte constante, ce qui fait que à chaque fois qu'on intervient, ça prend un certain niveau de marge qui en tout cas ne correspondra pas à tout le déposit. Donc on vérifie en gros le niveau de carburant pour voir si on peut faire le chemin. On vérifie également qu'est-ce que l'on traite. Alors ça dure une demi-seconde, hein. C'est juste se dire, est-ce que je suis sur une paire majeure, une exotique, une croisée, si c'est le Forex? Est-ce que je suis sur un actif pareil, majeur, c'est-à-dire je suis sur le CAC 40, ou alors je suis sur peut-être une petite action qui a peu de liquidité, peu de profondeur de marché, qui derrière fera potentiellement peu de difficultés à sortir ou à rentrer. Donc on vérifie tout ça en fait. On vérifie la date et l'heure actuelle. Est-ce qu'on est plutôt à l'ouverture, la clôture? Est-ce qu'il va y avoir un gap? Est-ce que j'ai le temps d'intervenir? Ou est-ce que s'il est 16-17 heures et que je suis sur le CAC, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que là, on va, de fait, si on était des traders, passer en swing, forcément, parce qu'on n'a plus assez de temps jusqu'à la clôture. Quelles sont les places actives? Est-ce qu'on est sur une place active? Et elle est active à quel moment? Donc, quelle est la volatilité? Quelle est la dynamique, en fait, sur l'actif? On vérifie les annonces, les statistiques récentes, celles à venir et celles à venir d'aujourd'hui. Donc on regarde le calendrier des annonces et pour voir ce qui nous attend à minima au niveau des impacts de la volatilité sur notre actif. Donc on jette un œil aussi sur les chaînes d'infos. On peut jeter un œil évidemment sur BFM TV, sur BFM Business plutôt évidemment, mais aussi sur le Bloomberg, sur CNBC. On lit les commentaires des analyses dans la presse, on peut regarder ça sur Internet aujourd'hui, notamment avec les nombreux sites, et notamment Univers Bourse, qui vous donnent parfois des analyses et puis des points sur certains actifs. Il y a aussi sur le forum des tas de gens actifs qui vous donnent leur point de vue. Vous vérifiez la volatilité et les volumes, Bollinger, tick par minute, tout ça vous donne un peu la nervosité du marché, et puis l'ampleur des bandes vous donne un petit peu la probabilité où les cours pourraient aller. Au niveau de l'écart, évidemment. On détecte la tendance correspondant à notre horizon de temps. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un horizon de temps intéressant? On repère les supports, les résistances, les canaux, les figures. En tout cas, on commence l'analyse à ce moment-là.
et on analyse notamment les indicateurs techniques. Est-ce qu'il y a un signal? Est-ce qu'il y a plutôt des divergences? Ou est-ce qu'on est sur du neutre? Ou sur des signaux qui sont désynchronisés. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de signal. Vous voyez, on regarde tout ça et on ne fait pas que regarder, en gros, s'il y a un triangle ou s'il y a un indicateur qui surperforme ou pas. On regarde tout un ensemble de choses. C'est pas des checks qui sont très compliqués ou très longues, mais il faut les faire pour eh bien, être sûr de ne rien oublier. Parce que si on ne le fait pas, on peut se faire avoir, pas tous les jours, mais il y a un moment où on va se faire avoir. C'est dommage. Quand on entre en position, c'est là où la conviction émerge, hein. Après l'analyse, on a notre achat ou notre vente. Combien de lots? Donc combien de lots, c'est sur le Forex, hein, mais effectivement sur une action, ça va être combien de titres. On définit l'objectif en fonction de l'horizon de temps. On définit le stop loss en fonction de l'objectif et du risk management. Donc en fait, le stop, il est véritablement là pour être sur le point d'invalidation du scénario. Et puis évidemment, ce stop, eh bien, il va nous faire perdre une partie de notre capital, mais normalement c'est une partie fixe. Moi, ce que j'appelle Pmax%, la perte maximum en pourcentage, qui peut être de 0,2% ou 0,3% de notre capital, par exemple. Utilisation d'un trailing stop, et si oui, à partir de quel niveau? Donc on commence à se projeter, voilà, sur un cadrage dynamique et sur le coup d'après. Une fois qu'on est rentré, à quel moment on va commencer à bouger les bornes et notamment le stop. En sortie de position, on regarde si l'objectif est atteint, si le stop loss est touché. Est-ce que le trailing stop a été rencontré suite à un cadrage? L'horizon de temps est-il dépassé? Parce que si on est typiquement en day trading, par exemple pour 1 heure ou 2, si ça fait 4 heures qu'on est sur le marché, il faut commencer à se poser la question sur ne doit-on pas sortir? Parce que là, on avait fait une analyse pour les 2 heures à venir, et là on est 4 heures après, et donc en gros notre analyse n'a plus trop lieu d'être. Ça ne veut pas dire qu'on sort automatiquement, mais ça veut dire qu'on se repose la question. C'est ça le plan de trading, hein, c'est se poser la question, puisque la checklist nous demande de nous poser la question. Et après on décide. Au niveau de la sortie de position, une fois qu'on est sorti, on débrief parce que on croit à tort, hein, que le trade et que l'analyse ne se fait que avant et pendant, mais finalement elle se fait aussi après, un petit peu comme une sorte de j'ai envie de dire comme un détective qui va faire une enquête sur le trade qui vient de se faire. Est-ce que le trade est en gain ou en perte? Bon, ça, c'est en une seconde, c'est fait. Mais surtout, s'il est en perte, est-ce que notre stop loss initialement était bien placé? Ça, c'est le débrief. Et on commence à se poser les bonnes questions, notamment pour la suite. Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose qui nous faisait plaisir et qui n'était pas forcément en lien avec ce que pouvait eh bien, nous donner le marché au niveau des obstacles? Donc, voilà, on se pose avec le recul, à froid, on se pose la bonne question. Est-ce que finalement, avec le recul, notre stop était bien placé? Voilà. Si on est en perte, est-ce qu'on est dans une série de pertes? Et si oui, où est-ce qu'on en est? Parce que si ça fait 3 trades que l'on perd, ou 4 ou 5, c'est, j'ai envie de dire, presque normal. Ça fait mal, évidemment, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Par contre, si ça fait 20 trades que l'on perd, ça peut arriver, mais là, commencez à vous poser d'autres questions. Donc là, on est voilà, sur des garde-fous pour éviter d'aller exploser le capital peu à peu, parce que 20 pertes, il y a un moment, il faut se dire, peut-être que j'arrête tout pendant 15 jours, je remets tout à plat, et je réfléchis en théorie sur mon approche. Voilà. Si on est en gain, est-ce que notre objectif était idéal? Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Parce que gagner, c'est bien, mais si on pouvait gagner 3 fois plus, et qu'en plus ça se voyait au départ, parce qu'après coup, tout s'éclaire évidemment, mais est-ce que au départ, on n'avait quand même pas un niveau, notamment avec un recul plus loin, un niveau de résistance qui était placé à cet endroit, qui pouvait faire en sorte qu'on, oui, on pouvait quand même tenter le 3 fois plus grand. Et vous voyez, être trop prudent, c'est quelque chose qui
n'est pas de qualité également. Donc, nous, on est là pour un trading qualitatif. On n'est pas là pour faire 3 trades pour gagner 3 fois plus. On est là pour gagner 3 fois plus en une fois. Donc, c'est vraiment se poser cette question. Est-ce que notre objectif était idéal? Oui, non. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'on est dans une série de gains? Et si oui, ben, peut-être qu'à un moment, on doit commencer à rapatrier des plus-values. Et donc, on se pose la question. Alors, c'est pas forcément le niveau, ça peut être aussi au niveau du timing, hein, c'est-à-dire qu'au bout de, on peut se dire que tous les mois ou tous les trimestres, on rapatrie une partie des plus-values, ou tous les 50 trades, par exemple. On vérifie le money management, est-ce qu'il était bon? On ne le change pas après chaque trade, évidemment, mais on se juste repose la question. Analyse préalable, était-elle correcte ou non? Alors ça, c'est le fameux, on va donner un bon point à l'analyste qui était en nous. Et puis, avec le recul, est-ce qu'on n'a pas oublié quelques éléments? Donc, voilà, on peut avoir une analyse correcte, et puis finalement, ne pas avoir tout vu, et donc ne pas être totalement correct en théorie. Voilà, ça c'est le plan de trade, et pour être plus concret sur le qual, moi j'utilise une matrice donc SCP, dont je vous ai parlé, hein, situation, conviction, position, qui est une matrice, on pourrait appeler matrice BFR également, qui est une matrice qui va me permettre de regarder en fait des éléments clés, comme les niveaux de prix, et je me pose la question, est-ce qu'il penche pour un réajustement à la baisse, ou est-ce qu'il penche pour un réajustement à la hausse? Je me pose juste ces questions, oui, non. Alors généralement, quand on donne oui à la première question, c'est plutôt non à la deuxième, pour les niveaux de prix. Donc ce sont des questions simples, mais qui qualifient la situation, et tout ça dans une matrice voilà, qui me permet deux choses en fait, hein, qui me permet d'une part de vérifier que je n'oublie rien, donc c'est une sorte de checklist, et deuxièmement, qui en plus, eh bien, me permet de qualifier la situation en mettant des pondérations sur chaque élément. Donc, les niveaux de prix vont avoir une certaine pondération, le timing va avoir une pondération plus forte, le stochastique également, parce que c'est mon indicateur fétiche, le stochastique. Je regarde si on est en surachat, en survente, si ça croise à la baisse ou à la hausse, si ça évolue proprement, si les phases précédentes sont grandes ou pas, etc., etc. Donc je regarde tout un ensemble de choses dans le stochastique en fait. Et pareil pour le timing, je regarde notamment avec Heiken Ashi, si on est en début de phase baissière, en début de phase haussière, etc., etc. Heiken Ashi, Vim en a parlé, il a fait des bougies adaptées à son trading, effectivement, très intéressante parce qu'effectivement, mixer Renko et Kenashi, donc ça va au-delà finalement d'outils classiques, et je vous invite à faire ça. Vous voyez, quand on parle de timing, en fait, finalement, c'est pas gravé dans le marbre qu'on va forcément utiliser ceci ou cela. Chacun peut adapter cette matrice avec ses propres outils. J'ai mis stochastique, mais d'autres mettront le Weinstein, d'autres mettront d'autres indicateurs. En fait, on peut mettre ce que l'on veut à partir du moment où on met des indicateurs quand même qui sont en cohérence. Voilà, on a le MACD également, le RSI, le Bollinger, ça c'est Bollinger pour évidemment la partie volatilité, les moyennes mobiles, la courte, la longue, etc., etc. Et puis, je vous mets pas toute la liste parce que bon, vous la retrouvez dans le livre, mais c'est vrai que vous avez aussi des éléments autres. Donc là, chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut, hein, les fourchettes d'Andrews, les vagues d'Elliott, etc. Donc c'est très ouvert, c'est très open en fait comme approche. Et vous pouvez aussi mettre, puisqu'il y a une rubrique pour ça, des éléments fondamentaux. Donc les fondamentaux ne sont pas écartés. Ce n'est pas de la pure analyse technique. On est très analyste technique parce qu'on est sur des temps courts, hein, notamment en day trading, mais même en swing, hein, ça reste du trading, enfin de l'investissement dynamique. On n'est pas sur du buy and hold, on n'est pas sur de la gestion de fonds. Donc on est sur de l'analyse plutôt technique, effectivement, mais ça n'empêche qu'on remet tout ça dans un contexte, eh bien un contexte de fondamentaux pour poser le décor finalement. Voilà, donc cette matrice SCP, c'est, j'ai un petit peu envie de vous dire, le cœur du réacteur, mais ça ne suffit pas. C'est tout le reste qui est important également. Donc on est sur une approche globale, pardon, qualitative, et vous voyez que derrière, il n'y a pas grand-chose de mathématique, hein, derrière tout ça.
Et voilà le chemin de décision. Là, c'est un petit peu le récapitulatif de ce que l'on a vu. Donc, la première étape, c'est l'analyste qui est en nous, qui fait son analyse fondamentale. Donc, calendrier, géopolitique, les autres marchés. On regarde tout ça, on regarde ce que disent les banquiers centraux, typiquement sur le Forex. On regarde évidemment les publications des résultats ou s'il y a des annonces de prise de marché, de bons résultats, de bons trimestriels, hein, typiquement, à plus court terme. Si également on a voilà, des profit warning ou pas, enfin, tout ce qui n'est pas dans la courbe, on le prend à ce moment-là, finalement. Analyse fondamentale. Analyse technique, donc c'est ce que j'ai cité précédemment, les moyennes, les indicateurs. On a aussi les figures, les résistances, hein, l'analyse graphique, les supports, les canaux. Et tout ça nous amène à des probabilités, puisqu'on pèse le pour et le contre dans une sorte de balance directionnelle, haussière ou baissière. Et ça nous donne voilà, une certaine conviction. Donc est-ce que ça va être bull ou bear? Et si oui, avec quels potentiels objectifs? Mais on a aussi la clarté de la situation, parce que on peut être bull, bear, mais derrière, on peut aussi avoir quand même des incertitudes qui sont fortes si la situation n'est pas très claire, et à ce moment-là, on va pas forcément prendre. Donc, ça ne suffit pas d'être haussier ou baissier finalement. Il faut aussi avoir une sorte je vais pas dire certitude à 100%, parce que ça, c'est sûr que c'est impossible, mais la quasi-certitude, c'est délicat, mais c'est ce vers quoi il faut tendre, en fait, dans l'absolu. C'est une sorte de certitude en termes de probabilité. Donc, on n'est jamais sûr à 100%. Sur les marchés, on n'est jamais, à l'abri que le marché se retourne contre nous, même si tout était au vert, effectivement, au niveau des indicateurs, au niveau de toute notre analyse, et quand bien même on aurait tout bien fait. Donc on n'est jamais à l'abri parce que c'est chaotique, hein, c'est pas mathématique, il n'y a pas d'inertie derrière, on n'est pas sur une sinusoïde parfaite, donc effectivement, le marché peut quand même se retourner, et donc même si on était quasi certain, eh bien on peut quand même avoir des déconvenus. Et inversement, on peut avoir évidemment et j'ai envie de dire une faible probabilité, la faible certitude, mais à ce moment-là, on ne va pas forcément donc aller sur le marché. Parce que, je le répète, on est là pour trader du qualitatif. Donc de la qualité, je veux dire en gros peu de trades, mais des bons trades. Et puis, Deux, je deux vois oui petites qu'il questions. reste 5 minutes. Je termine juste ce slide en 30 secondes pour D'accord. vous dire que après l'analyse, donc c'est bien le trade, et en fonction de ce que l'on a, si on a de l'incertitude ou si c'est flat, hein, c'est-à-dire même si c'est certain mais on sent que ça va nulle part parce que l'objectif est trop faible, eh bien on reste à l'écart. Mais si c'est bien bull ou si c'est bien bear, donc haussier, baissier avec un objectif intéressant, on vérifie le risque et le money management, le ratio gain sur risque, l'indice de confiance, enfin tout un ensemble de petits paramètres qui sont des derniers checklists. Et à ce moment-là, si c'est KO, on reste à l'écart. Donc vous voyez, malgré que l'objectif est intéressant, on peut rester à l'écart parce que le money management, par exemple, ou le ratio gain sur risque n'est pas bon. Mais si c'est OK, alors il y a une prise de position. Et à ce moment-là, et c'est le seul moment où on va vraiment prendre une position. Et vous voyez, la position sera de fait de qualité parce qu'avec toutes ces étapes, on a un scénario dans la plateforme, dans la nano ou autre, hein, peu importe ce que vous utilisez, mais en tout cas, vous rentrez un ordre et puis vous avez un ordre. Moi, enfin, sur le Forex, on appelle ça les ordres OCO, hein, les ordres Order Cancel Other, qui sont des ordres de sortie, mais qu'on retrouve maintenant un petit peu pour tous les autres marchés. Le stop est lié à l'ordre limite de sortie sur objectif. Voilà, donc je vous remercie. On a fait l'essentiel. Ok, donc j'ai deux questions déjà. Bien sûr, vous pouvez poser de nouvelles questions. J'ai deux questions. Tu peux peut-être remettre ta caméra, Benoît. J'ai deux questions. Donc, que veut dire SCP? Et ensuite, est-il possible de connaître les résultats annuels? Alors oui, SCP, c'est situation, conviction, position. Donc ça veut dire en gros, on analyse la situation actuelle. De là émerge une conviction. Et à la fin, eh bien, on entre en position, potentiellement hein, ou pas, en fonction de ce que je viens de vous dire.
Alors, au niveau des taux de réussite, moi, je suis autour de 70%. Mais attention, ça reste avec une quantité de trades qui n'a rien à voir avec le scalping, qui n'a rien à voir avec des approches quantitatives. On est sur des horizons de temps court et où le maximum de trades va permettre de gagner peu, mais in fine, en cumulant, ça fait beaucoup. Non, non, moi j'essaye d'avoir des ratios gain sur X supérieurs à 1. De toute façon, en dessous de 1, je n'y vais pas. Généralement, j'ai du 1,5, 2 en taux initiaux, et puis après, ça se dégrade parce qu'effectivement, on cadre les positions, mais peu importe. En tout cas, c'est supérieur à 1. Et donc, en gagnant plus que ce que l'on perd potentiellement, et en gagnant 2 trades sur 3 pour résumer, eh bien, ça permet de faire monter les QT curves. Même si parfois on a des déconvenus pendant plusieurs semaines, parce qu'on est dans des périodes de drawdown, hein, donc ça arrive. Alors, merci Benoît, merci pour le timing, puisqu'il est 10h58 et on est, je dirais, dans les clous. Pour accueillir maintenant Eric, qui je sais est déjà connecté. Donc, je vais te laisser, Benoît, le petit mot de la fin, si, voilà, pour peut-être présenter rapidement, tu l'as peut-être fait tout à l'heure au début de ta présentation, mais euh, donc je sais que le 2 décembre, on avait parlé d'une chaîne YouTube. Je pense que c'est toujours dans les projets, la chaîne YouTube, qu'elle va arriver pour mettre toutes tes vidéos, mais il y a déjà un site, il y a 2 livres, donc redire un petit mot là-dessus. Bien sûr, la vidéo d'aujourd'hui sera est enregistrée, pardon, et sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube donc dans les prochains jours. Donc, vous en serez également informé puisque vous avez donc reçu un lien. Vous êtes inscrit à ce webinaire, donc on a vos coordonnées, donc on pourra vous informer dès que ça sera mis également en ligne. Voilà, je te laisse le petit mot de la fin avant d'accueillir Eric. Oui, bah, le petit mot de la fin, ça va être très simple. Euh, Vous pouvez retrouver cette approche évidemment dans le trader privé dont j'ai parlé, mais surtout retenez bien, puis vous pouvez revoir quand même ce webinaire évidemment, mais retenez bien que c'est la qualité qui prime sur la quantité. Voilà, c'est vraiment cette approche qual où on qualifie la situation et où on n'a pas des trades comme ça qui sont des trades juste pour, j'ai envie de dire, travailler, travailler la quantité qui, à mon sens, ne mène nulle part, en fait, pour nous, traders particuliers.